Les événements présentés dans cette émission sont basés sur des faits réels. Seuls les noms, les dates et certains détails ont été changés. Cette émission s'adresse à un public averti. Dans cet épisode de Meurtres insolites, quand une aspirante vedette des médias sociaux prétend avoir été la seule survivante d'une attaque nocturne, elle se déclare #béni. Mais quand les policiers commencent leur enquête, son histoire ne semble pas tenir la route. Et ils doivent se questionner sur ce qui s'est vraiment passé dans #la vraie vie. Quand Maureen, la gérante d'une boutique de vêtements de plein air, arrive au travail un matin, elle découvre que la porte est déverrouillée. Supposant que la superviseure de la veille ne l'a pas fermée correctement, Maureen continue sa routine matinale jusqu'à ce qu'elle découvre une scène horrifiante. Envoyez la police. Et peut-être une ambulance. Quand les policiers arrivent sur les lieux, ils fouillent la boutique. Je vous en prie, aidez-moi. Et découvrent les deux jeunes femmes qui devaient fermer la boutique la veille. Je vous en prie, aidez-moi. Emma est traumatisée, mais toujours en vie. Sa superviseure, Taylor, toutefois, n'a pas eu cette chance. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'un vol qui a mal tourné. Très mal tourné. Une des jeunes femmes est en vie, mais gravement blessée. Et l'autre est décédée après avoir été brutalement battue. Selon mon expérience au FBI, on ne voit pas ce genre de violence quand un vol tourne mal. Les voleurs se contentent habituellement de tuer leurs victimes. À mon avis, les apparences sont trompeuses. Emma, une apprentie blogueuse et vedette des médias sociaux, répond aux questions des policiers. C'était horrible. Pauvre Taylor. Elle était ma meilleure amie. On a fait la fermeture comme d'habitude. Ça y est. C'était génial. Oui, on se voit demain. À demain. Je t'aime. Au revoir. Au revoir. Ensuite, j'ai réalisé que j'avais oublié mes clés et mon portefeuille. Alors, j'ai rappelé Taylor. Pourrais-tu revenir et me laisser entrer pour que j'aille les chercher? Alors, Taylor est revenu. Au moment où Taylor déverrouille la porte, Entre! Entre! deux hommes sortent de l'ombre, agrippent les femmes et les forcent à entrer dans la boutique. Toi, va-t'en là! Quoi? Va-t'en là et ouvre la caisse! Je ne peux pas, elle est verrouillée. Tu mens! Non, on a déjà fait le dépôt, elle est vide. Ouvre-la, sinon je te frappe! Je vous l'ai dit, je ne peux pas. Emma, sauve-toi. Non! 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 Emma devient émotive en racontant qu'elle a entendu Taylor se faire battre à mort dans la pièce d'à côté avant d'y être elle-même entraînée. Je l'ai vue morte sur le plancher. Emma dit que les deux hommes ont paniqué quand ils ont réalisé que Taylor était morte. Terrifiée à l'idée d'avoir le même sort, Emma prend une chance et supplie les hommes de lui laisser la vie sauve. Je les ai suppliés de ne pas me tuer. Je vous en prie, ne me tuez pas. Je vous en prie, ne me tuez pas. Je vous en prie, ne me tuez pas. Je ne pourrais jamais les reconnaître, alors je leur ai dit que je ne raconterais à personne ce qui s'était passé. Ne me tuez pas. Si tu parles, on reviendra pour te tuer toi aussi. Allez, viens. Oh non! Taylor! Tandis que l'attaque brutale d'Emma devient virale, la ville est prise de panique. Les parents craignent que leurs enfants soient les prochaines victimes du meurtrier.
Des jeunes qui sont kidnappés ou assassinés, tandis que leurs parents pensent qu'ils sont en sécurité au travail, c'est probablement un des cauchemars les plus communs qui soit. Et ça a une conséquence importante. Les policiers auront beaucoup de pression sur les épaules et devront faire vite. L'enquêteur Armstrong travaille d'arrache-pied. Et ses efforts sont vite récompensés. Une journée plus tard, il découvre que 2 hommes vêtus de noir ont été filmés par les caméras de surveillance de la boutique. Pourraient-ils être les mystérieux assaillants qui s'en sont pris à Emma et Taylor? L'histoire miraculeuse d'Emma fait peut-être sensation sur Internet, mais elle est loin d'être sensationnelle. Armstrong? L'enquêteur Armstrong retrouve les hommes qui apparaissent sur les images. Mais il apprend rapidement qu'ils ne faisaient que traverser le stationnement en route vers une fête. Comme ils ont des alibis crédibles pour le reste de la soirée, ils sont éliminés de la liste de suspects. Quand l'enquêteur Armstrong réexamine la scène de crime, il découvre un autre problème. Emma a raconté qu'il y avait eu 2 assaillants. Mais il n'y a qu'une paire d'empreintes de souliers d'hommes dans la boutique, suggérant qu'il n'y avait qu'un seul assaillant. Il arrive que les victimes ne disent pas toute la vérité. Parfois, elles sont trop traumatisées pour se souvenir de tous les détails. Je l'ai déjà vu. Parfois, elles ont tellement peur de leurs assaillants qu'elles mentent aux policiers. Et parfois, elles mentent pour couvrir un crime encore plus terrible. Alors que l'enquêteur Armstrong poursuit son enquête en concentrant son attention sur la possibilité qu'un seul assaillant soit venu à la boutique, il reçoit rapidement plusieurs indices sur un homme en particulier, Armstrong? Sam. Quand l'enquêteur Armstrong vérifie les antécédents de Sam, il découvre un volumineux dossier rempli d'infractions mineures ainsi qu'un historique de violence envers les femmes. Il est clair que Sam ne respecte ni la loi ni les femmes. Et il passe ses soirées dans une salle de billard du coin, sur la même rue que la boutique où travaille Emma. Et comme si ce n'était pas assez pour attirer les soupçons, le vieux Sam a souvent été aperçu traversant le stationnement pour se rendre à la salle de billard. Oui, c'est suffisant pour l'emmener au poste. Mais quand l'enquêteur Armstrong part à la recherche de Sam, Sam? il n'est pas dans son bar préféré, mais à l'hôpital, à la suite d'une bagarre qui a eu lieu quelques nuits plus tôt. Sam, je suis l'enquêteur Armstrong. Je peux vous poser quelques questions? J'imagine que oui. L'homme qu'il rencontre n'a rien à voir avec celui qu'on lui a décrit. On pensait que Sam était un meurtrier au sang-froid qui avait maîtrisé 2 jeunes femmes en pleine forme et brutalement assassiné l'une d'elles. Mais ce gars-là, il n'a même pas l'air de pouvoir me maîtriser. Et regardez-moi, je suis vieux et retraité. L'enquêteur Armstrong change son fusil d'épaule, mais tente tout de même d'obtenir de l'information de cette rencontre. J'enquête sur un meurtre qui a eu lieu au centre commercial le 5. J'étais au centre commercial. Vous étiez là? Je passe par là le soir. À quelle heure y êtes-vous passé, Sam? Vers 22 heures, j'imagine. La nuit du meurtre, Sam a traversé le stationnement après l'heure à laquelle les 2 femmes ont été forcées de retourner dans la boutique, selon le récit d'Emma. Avez-vous vu quoi que ce soit? Quelque chose de particulier? Je n'ai rien vu. Vous n'avez rien vu? J'ai entendu beaucoup de cris et de hurlements. Sam dit avoir entendu des gens hausser le ton en se disputant dans la boutique. Sam, combien de voix d'hommes avez-vous entendu? L'enquêteur Armstrong reçoit une réponse à laquelle il ne s'attendait pas. Aucun homme. Des femmes. Sam prétend n'avoir entendu que 2 femmes crier ce soir-là. Ça ne colle pas avec l'histoire d'Emma, mais avouons-le, Sam n'est pas le témoin le plus fiable. La question est de savoir quelle histoire est vraie, celle de Sam ou celle d'Emma. Espérant tirer la chose au clair, l'enquêteur Armstrong décide d'interroger la gérante de la boutique, Maureen, qui soulève immédiatement des doutes au sujet de la déclaration d'Emma. Je voudrais vous poser des questions à propos de l'amitié entre Emma et Taylor. L'amitié. Emma et Taylor n'ont jamais été très proches. C'est vrai? Maureen affirme que non seulement Emma et Taylor n'étaient pas de bonnes amies, D'accord, on vérifie nos sacs. mais que Taylor venait tout juste d'accuser Emma de voler dans la boutique. Et le tien? D'accord. Ah! Oui, je l'ai acheté tout à l'heure. C'est vrai?
Le reçu est dans la caisse, mais elle est verrouillée. Je le montrerai à Maureen en rentrant demain matin. D'accord. Merci. Après toi. Taylor a laissé partir Emma en lui disant qu'elles allaient en reparler le lendemain matin. Une fois qu'elle l'a eu quittée, par contre, Taylor est devenue de plus en plus convaincue qu'Emma avait volé la camisole. Salut, Maureen. C'est Taylor. Écoute, je ne voudrais pas avoir à faire ça. Taylor m'a dit qu'Emma avait eu une bourse de natation au collège, mais qu'elle l'avait perdue et avait été renvoyée de l'équipe quand elle avait été prise à voler. Vraiment? Emma était la vedette de son équipe de natation et son avenir semblait assuré. Mais elle n'arrivait pas à arrêter de voler et a finalement été expulsée de l'école. D'accord, on se voit demain. Il y a deux types de voleurs. Les voleurs ordinaires et les voleurs compulsifs. Les voleurs ordinaires sont raisonnables et motivés. Ils veulent quelque chose, un objet ou l'argent qu'ils peuvent obtenir en le vendant. Les voleurs compulsifs sont plus imprévisibles. La plupart du temps, ils ne savent pas pourquoi ils volent, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ce second type de voleur a habituellement des problèmes plus graves. Ça te va? Emma aurait pu payer pour sa camisole, mais au lieu de ça, elle fait une Winona Ryder d'elle-même. Emma venait tout juste de reprendre le contrôle sur sa vie. Elle était de plus en plus présente sur les médias sociaux et venait d'obtenir cet emploi à la boutique. Mais voilà qu'une simple camisole menaçait de la renvoyer dans la tourmente. L'enquêteur Armstrong se questionne sur la version des faits d'Emma. Ses doutes se confirment quand il apprend que la voiture de Taylor a été retrouvée à un coin de rue de la boutique avec les empreintes d'Emma et des traces de sang. S'il n'y avait eu que les empreintes d'Emma et qu'elles avaient été, par exemple, sur le siège du passager, on aurait pu facilement penser que Taylor l'avait ramenée chez elle un soir après le travail. Mais les empreintes et le sang étaient sur le volant. Et ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Elle a conduit la voiture le soir du meurtre. Des criminels ne laisseraient jamais leurs victimes faire ça, à moins d'être complètement idiots. Quand l'enquêteur Armstrong interroge Emma, Emma, j'ai une question pour toi. On a trouvé ton ADN dans la voiture de Taylor, abandonnée le soir du meurtre. elle craque immédiatement. Oh mon Dieu. J'avais complètement oublié. Elle dit à l'enquêteur Armstrong que les hommes qui les ont attaqués ont vu la voiture de Taylor garée en double devant la boutique. Quelqu'un va voir leur voiture et on va se faire attraper. Toi, va déplacer la voiture. Quoi? Va déplacer la voiture. Sérieusement? D'accord. Ils m'ont dit que si je n'étais pas revenue dans 10 minutes, ils allaient me tuer. Emma prétend avoir fait exactement ce qu'on lui a demandé. Elle a déplacé la voiture d'un coin de rue et est revenue directement au magasin. Disons qu'il y a une prise d'otage et que vous êtes l'otage. Si les kidnappeurs vous donnent les clés de votre voiture et vous disent de revenir 10 minutes plus tard, ne le faites pas. Enfuyez-vous, partez, prenez votre voiture et appelez la police. Même si d'autres personnes sont encore prises en otage, vous êtes mieux d'appeler la police et de faire ce qu'ils vous diront, plutôt que de jouer. Ils ne sont pas gentils. Je suis vraiment désolée, j'ai oublié. Ils ne sont pas gentils. Je suis vraiment désolée, j'ai oublié. Ça me revient maintenant, c'est le traumatisme que j'ai vécu. Pour ce qui est de la mémoire, les traumatismes peuvent induire une amnésie. Le cerveau des gens bloque littéralement des événements qu'ils ne peuvent pas gérer. Il est tout à fait possible qu'Emma souffre d'amnésie temporaire. On le comprend. Mais la plupart des victimes ne négligent pas uniquement les détails qui pourraient les incriminer. Ce n'est pas de l'amnésie temporaire, c'est de l'amnésie utile. Et ça ne se voit habituellement que chez les gens qui ont quelque chose à cacher. L'enquêteur Armstrong n'est pas convaincu par la dernière version des faits de sa témoin. Il retourne sur les lieux du meurtre de Taylor, espérant trouver de nouveaux indices. Après une fouille rapide, il fait une découverte cruciale. Un couteau qui pourrait bien être l'arme du crime. Il l'a saisi pour lui faire passer un test d'ADN.
Dans cette histoire, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Alors une arme qui pourrait être celle du crime et sur laquelle il pourrait y avoir des preuves d'ADN est exactement ce dont on a besoin pour savoir qui dit vrai. Et qui a mis un filtre rose sur son récit. L'enquêteur Armstrong passe le reste de la scène de crime au peigne fin. Et rapidement, il fait une autre découverte capitale. Un soulier ensanglanté vendu dans la boutique. Quand il compare l'empreinte du soulier à celle laissée sur le plancher, elle se révèle identique. Non seulement ces imbéciles auraient laissé leurs otages crier en se disputant et en auraient envoyé une déplacer une voiture, mais en plus, l'un d'eux aurait enlevé ses souliers, en aurait enfilé des neufs et se serait baladé dans la boutique avant de les abandonner sur la scène de crime. Si le corps de Taylor n'avait pas véritablement été retrouvé, je jurerais que c'est une histoire bidon. Les policiers envoient les souliers au laboratoire. Et quand les résultats reviennent, ils clarifient beaucoup de choses. Le sang à l'extérieur du soulier est celui de Taylor, et l'ADN à l'intérieur est celui d'Emma. Emma a donc manipulé les souliers le soir du meurtre. Qu'est-ce que ça signifie? Que non seulement Emma a tué sa collègue, mais qu'elle a ensuite fait des pieds et des mains pour couvrir son crime, allant même jusqu'à inventer des assaillants imaginaires et à jouer la victime. Malheureusement, Emma pensait que les policiers croiraient automatiquement à son histoire. Elle brisait une des lois non écrites des criminels. Il ne faut jamais sous-estimer les policiers. L'enquêteur Armstrong confronte Emma, qui s'en tient à son histoire. Monsieur l'enquêteur, je vous le jure, je suis une victime. Mais cette fois, l'enquêteur Armstrong ne la croit pas. Je sais qu'il n'y avait aucun homme dans la boutique ce soir-là. Ton histoire ne tient pas la route. Dis-moi ce qui s'est passé ce soir-là. Il incite Emma à dire la vérité. Et finalement, elle vide son sac. J'ai toutes les preuves. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai volé le chandail et elle allait me dénoncer. Quand les deux femmes se sont séparées, Emma s'est mise à paniquer à l'idée que Taylor allait faire en sorte qu'elle soit renvoyée le lendemain. Espérant lui parler avant qu'elle ne signale l'incident, Emma l'a appelé, prétendant avoir oublié son portefeuille et ses clés dans la boutique. Emma dit aux policiers qu'elle voulait seulement que Taylor revienne pour qu'elle puisse lui parler en privé. Mais vous savez comment on peut parler à quelqu'un en privé? Au téléphone. Selon moi, Emma ne savait peut-être pas encore qu'elle allait tuer Taylor quand elle l'a appelé. Mais elle avait déjà décidé qu'elle était prête à faire ce qu'il fallait pour régler la situation. Salut. Salut. Merci beaucoup. Ouais, aucun problème. Prenant très au sérieux les responsabilités de son travail, Taylor est tout de suite revenue à la boutique. Elle a même offert à Emma de l'aider à chercher son portefeuille et ses clés. Où penses-tu les avoir laissés? Derrière le comptoir? Mais Emma pensait à toute autre chose. Non, je ne les vois pas. Si tu me dénonces, ma vie sera ruinée. Encore une fois, ne dis pas à Maureen que j'ai pris la camisole. Emma a déjà vu sa vie partir en fumée parce qu'elle avait volé. Et tout juste comme elle avait le sentiment d'avoir repris le contrôle, elle a eu l'impression que tout allait s'effondrer à nouveau. C'est à ce moment-là qu'elle est passée en mode survie. Et le problème est le suivant. Même si les gens ont l'air très rationnels au départ, quand ils entrent en mode survie, tout peut arriver. Emma, je suis vraiment désolée. J'ai déjà appelé Maureen. Pourquoi tu fais ça? Je ne voulais pas te causer de problème. Ta vie est si misérable que tu devais aussi ruiner la mienne. Calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Je m'en vais. Il faut que je parte. Taylor? Les voleurs compulsifs ne sont pas souvent très soucieux de l'impact qu'auront leurs actions sur les autres. Ils sont accros à l'adrénaline que leur procure le fait de briser la loi et de s'en sortir indemne. Ça explique que plusieurs voleurs compulsifs passent à des crimes plus graves avec le temps. Taylor? Emma était folle de colère quand elle a frappé Taylor pour la première fois.
Mais quand elle a goûté à l'adrénaline de la violence, elle a réalisé que la dose qu'elle lui procurait était encore plus forte que celle des vols. C'est pour ça qu'elle l'a ensuite battue à mort. Elle ne voulait pas que ça se termine. Elle a eu le courage d'affronter sa collègue, mais pas celui d'affronter la police. Elle a déplacé la voiture de Taylor pour effacer ses traces. Réalisant que ça ne fonctionnerait pas, elle a décidé d'en faire de nouvelles. Sachant qu'elle ne pourrait pas se débarrasser des souliers ce soir-là, Emma les a cachés dans la boutique, prévoyant revenir les chercher plus tard. Une fois la mise en scène terminée, Emma s'est infligée juste assez de blessures pour rendre son histoire crédible. Elle s'est ensuite installée pour attendre d'être trouvée le lendemain matin. Je vous en prie, aidez-moi. Non, ça ne fonctionne pas. Aidez-moi. Je vous en prie, aidez-moi. Emma voulait tellement préserver sa vie et son image sur Internet qu'elle était littéralement prête à aller jusqu'à saigner. C'était le même genre de comportement extrême et impulsif qui, selon moi, devait la mener à voler et ensuite à tuer. Après avoir écouté sa confession, l'enquêteur Armstrong arrête Emma pour meurtre au premier degré. Emma, tu es en état d'arrestation. Emma est accusée de meurtre et condamnée à la prison à vie. Emma a confondu les expressions « tuer un problème dans l'œuf » et « tuer sa collègue ». Ça se comprend. En essayant de faire en sorte qu'elle ne soit pas renvoyée pour vol, elle s'est fait arrêter pour meurtre. Ça n'aurait pas pu être plus raté.